c'est pas la quantité d'argent qui gagne qui fait que tu deviendras riche. C'est ce que tu fais de ton argent. Assalamania nya. Bon mon petit, vous avez été nombreux à commenter, aimer, partager et vous abonner suite à la vidéo que j'ai réalisée sur le livre de Ricardo Kanyama qui s'intitule La chèvre de ma mère. Alors ce livre parle de l'intelligence financière adaptée aux réalités africaines. Et donc, compte tenu de la richesse que contient ce livre, je ne pouvais m'arrêter là. Ceci dit, aujourd'hui, je vais partager avec toi une interview de Ricardo Kanyama qui a été réalisée par Oriane de la chaîne Afro Transformation. Donc mon petit, c'est parti. Financière. Bonjour Monsieur Kanyama. Bonjour Oriane. Donc ma première question, ça va être, j'ai beaucoup suivi vos vidéos et dans vos vidéos, vous dites souvent que la différence entre une personne riche et une personne pauvre réside dans sa manière de penser. Donc moi j'aimerais savoir comment pense une personne pauvre et à l'inverse, comment pense une personne riche? Voilà Oriane, d'abord c'est pas moi qui dis, hein. C'est pas moi qui dis, je l'ai seulement découvert et j'ai essayé de le vulgariser. C'est une découverte d'un grand savant et c'est ce que les Américains appellent la plus grande découverte de notre temps. Cela avait été fait par le professeur William James qui a découvert que l'homme peut changer sa vie en changeant sa manière de penser. Et les études par les spécialistes ou les philosophes des succès financiers ont tout simplement démontré que la différence entre un riche et un pauvre se trouve dans sa manière de penser. Donc ce n'est pas d'abord à voir avec des possessions matérielles ou financières, mais ça a à voir avec la manière de penser. Basiquement, le riche pense part de l'idée qu'il a. Il est, il a. Il possède et il a l'abondance. Le pauvre part de l'idée qu'il n'a pas. Il n'est rien, il n'a rien. Voilà, et il n'y a pas suffisamment de richesse pour lui. Et ces deux types de manières de penser ont maintenant des conséquences sur notre manière de percevoir le monde, notre manière de s'orienter, notre manière de travailler. Et nous obtiendrons aussi en fonction de cette manière de penser parce qu'il y a la loi de la correspondance. Et malheureusement pour une personne née d'une famille pauvre, grandie dans un milieu pauvre, il va adopter par défaut la manière de penser des pauvres. Donc la pensée de manque, la pensée de ne pas avoir, la pensée de ne pas être capable. D'accord. Donc la pensée de manque, la pensée de ne pas avoir, la pensée de ne pas être capable. Maintenant que j'en ai conscience, que les personnes en ont conscience, comment elles font alors pour, on va dire, se reprogrammer, pour changer la manière de penser? Voilà. C'est pour ça que je me bats. C'est un problème de prise de conscience. Donc les raisonnements de personnes sont fondés sur le fait que, voilà, je n'ai pas d'argent, donc je suis pauvre. Donc je suis pauvre. Et ils partent de ce point de vue. Or, il faut comprendre qu'il existe une relation entre l'énergie financière, j'appelle ça l'énergie financière, et les autres formes d'énergie que nous possédons. Tes idées en soi peuvent être une richesse. Tes pensées peuvent être une richesse. Tes talents peuvent être une richesse. Ton temps peut être une richesse. Si vous pensez de cette manière et que vous pouvez utiliser constructivement votre temps, que vous pouvez développer certains talents que vous avez, que vous pouvez avoir de grandes idées, en fait, donc, vous êtes riche à l'intérieur et par la loi de la convertibilité, vous chercherez comment travailler pour obtenir son équivalent matériel. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Dieu nous a donné cette possibilité-là de penser. Nous pouvons adopter la manière de penser d'un riche. Et si tu penses comme un riche, tu finiras par croire comme un riche, tu finiras par travailler comme un riche et tu pourras aussi obtenir comme un riche. Dans beaucoup de formations, j'ai dit voilà, la logique c'est que, voilà la logique de la pauvreté. On dit voilà, je vais travailler dur, je vais obtenir de l'argent et je vais devenir riche. Cette logique est contraire à la logique de devenir riche. La logique de devenir riche dit je dois devenir riche, puis travailler comme un riche et enfin obtenir la richesse. D'accord. Voilà. D'accord, pas de
problème. Donc maintenant j'ai une question. Donc j'ai suivi votre conférence et ce qui m'a vraiment marqué, là où j'ai eu une vraie prise de conscience, c'est quand vous avez fait la différence entre l'éducation académique et l'éducation financière. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que même en ayant une éducation académique, je n'atteindrai pas peut-être l'indépendance financière. Et souvent, donc quand on est jeune, on pense que aller à l'école est suffisant pour devenir riche par la suite. C'est pas seulement quand on est jeune. Je pense que c'est la logique la plus connue des formations des jeunes en milieu pauvre. D'accord. Et c'est la seule logique connue. Et c'est cette logique qui est à la base du monde actuel et des résultats catastrophiques actuels. Et c'est cette logique aussi qui m'avait amené à la situation où j'étais obligé de survivre avec 15 $, ou 15 € le mois, parce que nos parents, notre société, nos gouvernants, nos leaders croient que voilà, c'est celui-là le chemin pour devenir riche. Il suffit d'aller à l'école, d'obtenir un titre, de chercher un emploi, de travailler dur, monter des échelons et deviendra riche. Mais par un constat fait sur la vie de millions de personnes, nous voyons qu'il y a de plus en plus de gens qui ont eu des grands diplômes, qui ont travaillé longtemps, mais qui finissent toujours leur vie dans la pauvreté. Donc ce schéma, ce n'est pas vrai que c'est un schéma forcément qui amène à la richesse. D'accord. Donc si ce n'est pas un schéma qui est vrai, il faut donc avoir une éducation académique et en plus faire son éducation financière à côté. Voilà, parce que l'éducation académique te prépare à une profession. Une profession, donc ça veut dire des compétences dans un domaine donné. Et dans un monde capitaliste, vous vendrez vos compétences à un client qui s'appelle employeur. Or, vendre ces compétences à un client ne vous rendra pas forcément pas riche, parce que le client ne te paiera pas des millions de dollars. Mais à partir du peu que vous gagnez, vous saurez maintenant, grâce à l'éducation financière, comment avoir une orientation personnelle, une visée personnelle, une vision personnelle et comment travailler à partir de ce que vous avez. D'accord. De ce que vous avez, comment maintenant utiliser une partie de ce que vous gagnez aujourd'hui pour devenir votre richesse ou une richesse qui travaillera pour vous demain pour que vous puissiez devenir riche et éventuellement sortir du piège où vous êtes obligé de travailler pour l'argent pour que l'argent travaille pour vous, ce qui est la stratégie principale des riches. D'accord. Donc, imaginons que maintenant j'ai pris conscience, je suis un étudiant, une étudiante et je veux prendre en main mon éducation financière. Je veux donc acheter des livres, aller me former, mais j'ai ce problème de, je suis un étudiant, j'ai, disons, mes parents me donnent un peu d'argent de poche, mais comment je fais concrètement pour pouvoir investir dans les livres? Comment vous avez fait, vous, avec le peu de moyens, pour pouvoir lire autant de livres, aller à des formations? Quelles sont les astuces, en fait, quand on est étudiant, quand on a peu de moyens pour aller se former? Bon, moi je pense que c'est d'abord question de connaissance. Pour mon cas, je croyais toujours que pour s'en sortir dans la vie, il fallait avoir la chance d'étudier dans des grandes écoles, alors que je n'avais pas de parents qui pouvaient m'envoyer étudier en Europe ou aux États-Unis. Et du coup, je disais, bon, sans capital, sans les grands diplômes, on ne peut pas s'en sortir. Mais lorsque vous apprenez certaines choses comme ce que j'ai appris de Benjamin Franklin, qu'on n'apprend pas qu'à l'école, que l'auto-apprentissage est aussi efficace que l'apprentissage formel. Et lorsque vous savez que celui qui apprend dans les domaines de développement personnel et dans les domaines de finances, donc de l'éducation financière, a beaucoup plus de chances de devenir riche que n'importe qui étudie dans n'importe quelle faculté du monde, alors là vous vous dites voilà, de même que j'ai investi autant de temps pour étudier dans une éducation formelle, je devais au moins trouver, pas beaucoup de temps, ne fût-ce qu'une heure par jour, maintenant pour apprendre dans ce nouveau domaine qui fait la différence, le développement de votre intelligence financière et le propre développement personnel. Alors pour mon cas, je me dis, il suffit pas, on n'a pas besoin d'étudier du matin au soir, on a seulement besoin d'étudier pendant 1 heure ou 30 minutes par jour. Et la raison, on va dire que les livres, ça coûte cher parce qu'on est étudiant. Je pense que ce n'est pas celle-là la raison. La raison plutôt,
un, les gens ne connaissent pas l'importance de la lecture ou de l'étude de ces livres. Deux, les gens n'accordent pas de l'importance à cela, ou ils ne connaissent pas. C'est tout. Parce que les livres, c'est toujours la chose qui coûte la moins chère par rapport au téléphone, par rapport au loyer, par rapport aux frais académiques. Que voulez-vous? Payer un livre gaspiller 100 € à payer des livres qui vous aidera à réussir dans la vie, ou à payer les frais académiques de 20 000 € et de vivre toute sa vie à découvert. Voilà, je pense que c'est un problème d'ignorance. D'accord. Voilà. Tout est question de prise de conscience. Vous devez savoir que lorsque vous n'êtes pas conscient de quelque chose, c'est comme si vous dormez. Lorsque nous dormons, nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe. Lorsque vous ne connaissez pas, vous êtes aussi comme quelqu'un qui est mort, vous ne connaissez pas. À notre époque, on grandissait juste inconscient, donc avec la seule conscience qu'il faut étudier, avoir un diplôme, on va réussir financièrement. C'est après qu'on est sorti donc de cette illusion de savoir que non, étudier n'est qu'une partie du chemin, l'autre partie doit se faire par une auto-éducation et une auto-développement personnel. Mais vous, aujourd'hui, je vois que vous êtes des jeunes qui, déjà en tant qu'étudiants, vous avez déjà cette prise de conscience. Et quand vous êtes conscient, vous pouvez maintenant travailler pour ces priorités. Savoir que c'est important pour votre avenir de ne pas seulement vous focaliser à faire les études, bien que je dis qu'il ne faut pas négliger les études. Moi, j'ai réussi parce que je suis un cadre universitaire qui a été bien formé. Mais il faut aussi savoir qu'il ne suffit pas de focaliser à ça. Il faut aussi accorder, investir un peu de temps, un peu d'argent, un peu d'effort à faire ou dans ces domaines qui vous permettra réellement de devenir riche ou de faire plus que les autres. D'accord. Vous, votre prise de conscience, vous l'avez eue à quel âge? Voilà, ma prise de conscience, je l'ai eue 2 ans après avoir fini mes études universitaires, parce qu'à l'époque, j'avais des difficultés pour trouver un vrai emploi et je faisais un travail en attendant qui me payait très peu. Alors, je voyais qu'il y avait une inadéquation entre mon désir, mes rêves et les résultats que j'obtenais. Alors, moi je croyais que parce que j'étais brillant à l'école, que du coup je vais avoir un grand avenir. Mais là je voyais que même des gens qui n'étaient pas aussi brillants que moi à l'école, mais qui étaient de certaines familles, avaient pu obtenir des meilleurs emplois ou sortir du pays que moi qui était brillant. Et du coup, en me remettant en question, j'ai découvert que bon, ce n'était pas seulement question de formation universitaire. Il fallait, lorsqu'on est issu d'une famille où il n'y a personne pour vous aider, augmenter votre chance de succès en apprenant certaines choses. Et c'est là où j'ai compris qu'il fallait plus maintenant apprendre dans les domaines de loi et principes d'enrichissement personnel. Et cette prise de conscience donc avait changé toute une perspective, une directive et m'avait permis donc de prendre conscience de ce que la grande majorité n'a pas comme conscience. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme initiative pour aider les jeunes à prendre conscience du fait de prendre leur éducation financière au sérieux un peu plus tôt? Oui. Parce que souvent, moi avec mes cousins, je suis dure en leur disant oui, mais vous n'épargnez pas, vous ne faites pas d'efforts, mais en fait c'est juste personne ne leur a enseigné. Et donc quand on n'enseigne pas, on ne peut pas avoir cette prise de conscience. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait pour aider ces jeunes les aider à leur faire prendre conscience le plus rapidement possible? Je pense que c'est la sensibilisation et c'est justement ce que vous faites, c'est ce que je fais, parce que c'est à travers la sensibilisation que les gens arrivent à une prise de conscience. Je vous rappelle, Oriane, que vous savez, avant les indépendances de nos pays, les gens ne savaient pas l'importance d'aller à l'école. Donc il fallait attraper les ancêtres des forces pour les envoyer à l'école. Il fallait attraper les gens des forces pour aller à l'université. C'est lorsqu'après ils ont vu que ceux qui s'étaient formés avaient une vie sociale mieux que ceux qui ne s'étaient pas formés, qu'aujourd'hui automatiquement on a adopté cela. Alors nous sommes au stade où nous devons faire comprendre aux gens les conséquences d'une vie sans éducation financière. Et nous devons faire comprendre le rôle que l'éducation financière peut jouer dans les succès financiers. Lorsqu'ils ont compris, et d'abord les parents doivent les comprendre, parce que les parents d'abord sont ignorants de cela. Et je vais dire quelque chose en riant, Oriane.
Et pour ton cas, par exemple, tu as compris, si tu as été d'étudier, mais il y a beaucoup de jeunes comme toi qui n'ont pas compris, n'est-ce pas, qui font des grandes études. Les parents peuvent être en train de dépenser 10 000, 20 000 dollars l'année pour qu'ils étudient. Mais si en Afrique, il y a quelqu'un qui fait l'éducation financière avec moi, que je forme, d'une manière ou d'une autre, celui qui est en train d'étudier ici est en train de se préparer pour devenir ouvrier de celui qui est en train de se préparer à l'éducation financière. Vous voyez donc quelqu'un qui s'est formé avec des moyens dérisoires peut du coup devenir patron de quelqu'un qui a investi des fortunes dans une formation qui n'amène nulle part. Alors, c'est un problème de prise de conscience. Nos communications, nos sensibilisations, nos conférences, nos formations, justement, ont pour but d'abord de permettre aux parents, à la jeunesse, aux décideurs, aux Africains, aux leaders, de prendre conscience que nous ne pouvons jamais, et je dis bien jamais, résoudre les problèmes de pauvreté. Donc sortir de l'état de la pauvreté et devenir riche qu'avec des connaissances professionnelles et académiques. Il nous faut une combinaison, je parle bien d'une combinaison, des connaissances académiques et peu professionnelles, plus des connaissances financières et du développement personnel. D'accord, donc on est totalement d'accord sur ça. Donc ce qu'il faut, c'est comme vous l'avez dit, de la sensibilisation à grande échelle. D'ailleurs, parce que là, par exemple, beaucoup de gens pensent que l'éducation financière se limite à l'épargne. Non, 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 l'éducation financière ne se limite pas à l'épargne. L'éducation financière commence d'abord par cette prise de conscience que c'est possible, nous pouvons devenir riches. D'accord. Voilà, c'est possible et nous pouvons devenir riches. Et cette prise de conscience nous amènera à créer un rêve, le rêve de devenir riche. Ces rêves nous amèneront à nous fixer des objectifs. Ces objectifs nous obligeront à prendre des actions qui correspondent. Parce que les actions sont comme des voies, des moyens de transport qui nous amènent à la destination. Vous ne pouvez pas dire que je vais aller en Chine et les moyens de transport que je vais utiliser, c'est les vélos. Donc c'est incompatible. Vous ne pouvez pas dire que moi je vais devenir riche, je vais devenir millionnaire et les moyens pour y arriver, de dire bon, je vais prendre la profession d'enseignant d'école élémentaire. Non, il faut aussi choisir parce qu'il y a des voies qui sont des autoroutes qui amènent à cela. Et la voie la plus universelle, c'est la transaction que nous appelons business. Comment vendre tes produits et tes services à plus de gens. Parce que plus tu as des gens qui consomment ce que tu donnes, plus tu as la possibilité de devenir riche. Maintenant, l'épargne, c'est une manière de vivre. Ce n'est pas la quantité d'argent qui gagne qui fait que tu deviendras riche. C'est ce que tu fais de ton argent. Donc, il faut obligatoirement qu'à un moment, que ce ne soit pas seulement toi qui travailles, que ce soit des investissements qui travaillent pour toi. Mais pour avoir ces investissements, tu dois commencer par garder une partie de tes revenus pour constituer ces capitaux financiers qui jouent un rôle important. C'est ces capitaux financiers qui te permettra de saisir les opportunités, de payer les compétences, les systèmes, les savoir-faire, les licences et tout ce dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs financiers. D'accord. Donc, si je comprends bien, finalement, moi, dans mon raisonnement, c'était que l'épargne était la base de l'éducation financière. Maintenant, en vous ayant écouté, je me dis que finalement, c'est la prise de conscience d'abord, le désir de devenir riche, la capacité à gagner de l'argent et à retenir une partie de cet argent, tout en se formant simultanément à l'investissement. Voilà. Je vais vous faire remarquer une chose, Oriane. Est-ce que vous avez lu les livres La chèvre de ma mère? Oui, bien sûr. Voilà. Lorsque vous lisez les livres La chèvre de ma mère, il a inculqué en vous plusieurs principes sans que vous puissiez les savoir. C'est exactement comme quelqu'un qui a pris un paracétamol, même s'il ne connaît pas tous les principes actifs dans la composition des paracétamol. D'accord. Donc, quand tu as lu ces livres, du coup, d'abord, ça a déclenché en toi l'idée de dire, voilà, si un Africain comme moi est devenu riche, donc, vous entrevoyez que moi aussi je peux devenir riche. Ouais. Bon, si quelqu'un qui n'a pas eu le plus grand diplôme du monde est devenu riche, donc moi avec mon diplôme je peux aussi devenir riche. Si quelqu'un qui n'avait pas de capital de départ a pu devenir riche, donc vous voyez, c'est vrai. Et ça arrive dans la vie de toute personne. Pourquoi les Africains aiment beaucoup lire les livres de La chèvre de ma mère? Parce que c'est le principe d'identification. On se dit, si quelqu'un de même nature que moi l'a fait, moi aussi je peux le faire. Parce que le monde s'avance avec les inspirations. Voilà. Par exemple, quand les Occidentaux sont arrivés en Afrique,
vers les années 1920, parce que j'ai étudié ça. Le plus grand succès pour les autochtones, c'était de devenir à ce moment-là cuisinier de l'occidental. Donc quand on a vu que les premiers Africains est devenu cuisinier, ils pouvaient quand même entendre les ordres que lui donnaient ses patrons. Cela a permis aux autres Africains de prendre conscience qu'ils étaient aussi capables, et par la suite, tous les cuisiniers sont devenus des Africains. Et quand ils ont vu le premier enseignant, ils ont cru que nous sommes capables. Par la suite, il y a eu des enseignants. Quand ils ont vu les universitaires, c'est ces principes. Maintenant aussi, quand on voit que voilà, quelqu'un, dans notre condition, malgré la pauvreté, est devenu riche, ça déclenche le même processus chez les autres. Ils disent voilà, donc s'il l'a fait, nous aussi, nous pouvons le faire. Et tout ça est là-dedans. C'est pour ça que j'ai dit toujours aux gens, j'ai dit, lis d'abord la chef de ma mère et on pourra t'expliquer les théories après. Voilà. C'est très fort. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais passer un peu au côté transmission. J'ai lu Kiyosaki, comme toute personne qui s'intéresse à l'éducation financière, et je dirais que moi je vous vois comme un père riche. Donc vous, en tant que père riche, qu'est-ce que vous apprenez à vos enfants pour qu'ils perpétuent ce cercle vertueux de création de richesse? Ça c'est une question tellement importante, parce que justement la différence entre les enfants des riches et les enfants des pauvres se trouve dans l'éducation qu'ils reçoivent. D'abord, quelque chose que j'apprends systématiquement à mes enfants, je leur inculque la notion qu'ils ont été créés riches. D'accord. Et ils doivent devenir riches. D'accord. Et déjà à l'âge de 7 ou 8 ans, ils savent que je dois devenir riche. Pourquoi? C'est pour qu'ils ne grandissent pas avec la perception des pauvres et qui pensent que vaut mieux être pauvre, aller au ciel, qu'être pauvre, ce n'est pas un bon idéal, n'est-ce pas? Et ensuite, j'apprends aux enfants que ce n'est pas que si tu veux devenir riche, maîtrise ta consommation. Donc quand je donne même de l'argent de poche à mes enfants, je leur dis, tu dois appliquer les secrets de la chèvre. Donc, quels que soient les besoins que tu rencontreras à l'école, tu devrais épargner une partie de ton argent et tu vas l'investir. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez par exemple les enfants de grandes familles en Afrique. Oui. On les éduque selon une logique de consommation. Ils deviennent experts en consommation, ce qui fait qu'ils ne s'en sortent plus. Donc après, il peut gagner autant d'argent. Comment? Mais il est dans une logique de consommation. Il va toujours consommer en outrance et il restera pauvre. Alors que les enfants des pauvres, on leur apprend la différence entre le nécessaire et les désirs capricieux. D'accord. Nous ne sommes pas là pour satisfaire des caprices. Nous sommes là pour le nécessaire. Parce qu'on lui explique que l'argent est un outil qui te permettra d'avoir la liberté. Si tu n'as pas l'argent qui travaille pour toi, tu seras obligé d'être l'esclave qui travaille pour l'argent. Alors toute cette éducation, quand il a appris à l'école, il peut ne pas être l'enfant le plus brillant dans son école, mais ça va former son imaginaire, ça va former, qu'est-ce que je peux dire, sa programmation, sa culture et ses valeurs profondes. Et lorsqu'il grandira, quelles que soient les étapes par lesquelles il passera, plus tard, la loi de la correspondance agira, il pourra obtenir par rapport à ce qu'il veut. D'accord. Donc vous commencez dès maintenant à apprendre. Je commence dès maintenant et ce que je fais à mes enfants, c'est ce que je demande à tout le monde de faire à ses enfants. Il ne suffit pas d'envoyer les enfants à l'école, il faut assurer leur éducation financière à la maison. Je me dis, un enfant à partir de 12-13 ans peut déjà lire un livre comme La chèvre de ma mère, être inspiré, connaître certains principes, commencer à rêver grand et commencer à savoir la voie qui amène à la richesse. Parce que quand un enfant l'apprend tôt, ça fera partie de sa culture profonde. Si vous apprenez tard, vous allez prendre conscience, mais il vous faudra encore des coachings pour développer les compétences. Parce qu'une chose est de connaître, une autre chose est d'avoir des compétences de faire. Aujourd'hui, tu peux lire que bon, il faut épargner. Mais est-ce que tu as la force vraiment d'épargner de l'argent devant le besoin dans la vie réelle? Certaines personnes n'y arriveront jamais parce qu'ils sont incompétents. D'accord. Voilà. Maintenant qu'on a parlé de la transmission des enfants, j'aimerais aussi qu'on parle du thème du couple. C'est-à-dire dans le sens comment gérer son argent, le budget familial quand on est deux. Est-ce qu'il faut, donc moi j'ai lu le livre, donc je vois un peu les principes que vous avez appliqués avec votre partenaire, mais
est-ce qu'il faut donc fixer un budget mensuel? Est-ce qu'il faut avoir des comptes séparés, un compte commun? Comment on gère l'argent quand on est dans un couple? D'abord, Lauriane, j'aimerais recadrer un tout petit peu la question. La question devait être comment on gère de l'argent quand on est dans le business. D'accord. Quand on est dans le business. Quand vous êtes dans le business, vous devez avoir une vie séparée. La vie financière de vos investissements doit être nettement séparée de votre vie personnelle. Ouais, c'est vrai. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc ces deux comptabilités doivent être vraiment autonomes. Et c'est une culture que l'Afrique a besoin aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive à beaucoup de chefs d'entreprise? Ils ne font pas la différence entre sa vie personnelle et la vie de l'entreprise. Donc même pour ses besoins personnels, ils puisent dans l'entreprise, ce qui fait que tu ne sauras jamais t'en sortir. Alors, dans chaque investissement, je fais la différence entre les finances des entreprises et nos finances. Si nous y travaillons, ça veut dire nous avons un salaire et notre vie de tous les jours, nous les réglons par rapport à ces salaires. D'accord. Voilà. Et à la fin de chaque exercice, vous avez fait des bénéfices et tous ces bénéfices ne doivent pas être destinés à la consommation. Ça veut dire que ça ne doit pas seulement être destiné à augmenter votre standing de vie. Vous devez savoir que la grande partie, c'est pour consolider les investissements existants et pour créer de nouveaux projets. Parce que si vous ne créez pas de nouveaux projets, vous n'allez pas évoluer. Alors, mais quel pourcentage vous affectez maintenant à votre liberté? Parce que votre standing aussi doit grandir, n'est-ce pas? Alors, maintenant, quand vous avez vos finances au niveau du couple, vous gérez aussi votre couple comme vous gérez l'entreprise. Ça veut dire vous devez vous asseoir au début de l'année pour dire quels sont nos besoins, quel est notre budget prévisionnel. Nous aurons besoin de quoi? Nous aurons besoin de ceci, de cela, de ceci. Et vous savez, voilà, en une année, nous allons consommer, par exemple, 70 000 €. Et ça sera affecté à quoi? Autant à la nourriture, autant à la scolarité, autant à ceci, autant. Et dans la mesure du possible, vous n'agissez pas de façon instinctive. D'accord. Donc, si vous êtes à deux, vous pouvez, pour mon cas, je dis par exemple, je forme un partenaire comme gestionnaire de la vie de la maison. Quand elle a reçu l'argent de la maison, moi aussi, elle a un budget qui me donne. Si chaque mois, elle doit me donner 500 € pour mon argent de poche, chaque mois, elle me donne mes 500 € pour mon argent de poche. Chaque mois, il donne à chaque enfant son argent de poche. Chaque mois, si nous savons que nous avons des vacances à tel moment, à ce moment-là, on va débourser de l'argent. Ce qui fait que même les gens qui nous soumettent des problèmes personnels, nous allons les résoudre avec notre budget personnel. Parfois, c'est ce qui scandalise les gens. Quand à un moment il te demande l'argent, tu te dis mais je n'en ai pas, et très vite il te dit oui mais tu as l'entreprise. Tu dis mais je n'ai rien à voir avec l'argent parce que c'est une personne morale, moi je suis une personne physique et les riches ont cette culture, ils vivent de cette manière. Quand on n'est pas conscient de ça, vous voyez maintenant ce qui arrive en Afrique, même des hommes d'État utilisent des caisses de l'État comme leurs caisses personnelles, mais c'est de l'argent de l'État. Vous avez vu ici que M. Sarkozy a été poursuivi en justice pour des petites sommes. Mais c'est pour nous avons besoin d'apprendre cette culture, sinon on ne sortira jamais de la pauvreté. Et nous nous battons pour la vulgarisation de cela. Merci beaucoup. Une question, c'est donc quand vous êtes dans votre couple avec votre partenaire, j'aimerais savoir si c'est un peu une question personnelle, mais est-ce que quand vous vous êtes rencontrés, est-ce qu'elle avait un niveau d'éducation financière plus élevé que le vôtre, moins élevé que le vôtre? Comment vous avez comment vous avez fait pour faire en sorte que vous ajustiez tous les deux votre niveau d'éducation financière pour pouvoir après se mettre d'accord en termes de planification, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure? Donc j'aimerais savoir si votre partenaire avait le même niveau d'éducation financière et qu'est-ce qu'on fait quand on a un partenaire, par exemple, qui connaît moins et qu'on doit prendre le temps d'expliquer un peu tous ces principes.
Ok, vous voyez, mon partenaire comme moi, nous étions issus de la même société, nous avions fait presque les mêmes études, nous avions été formés selon la même logique, une logique où il y a une absence d'éducation financière. J'ai été le premier à découvrir cela et après je partageais avec lui. En fait, je fais le même travail que ma maman avait fait avec nous. Vous voyez, lorsque la maman reste avec une chèvre, et lorsque nous lui faisions pression de tuer la seule chèvre qu'elle avait, elle avait compris qu'en leader, cette guerre ne pouvait pas nous faire avancer. Donc elle devait nous amener à la prise de conscience qu'il faut garder la chèvre afin que nous lui serons des supports. Et elle a trouvé des arguments pour que les enfants comprennent qu'épargner ou garder la chèvre était une action importante pour un avenir. La même chose que je fais avec ma partenaire, mes enfants, mes amis, c'est de les amener dans un processus de prise de conscience qu'ils devaient sortir de cette manière de faire et cette manière de penser si on espérait un avenir meilleur. Je dis toujours aux jeunes, malheureusement, c'est pas n'importe qui que vous rencontrez aujourd'hui parce qu'il y a quelques attirances que vous devez forcément vous marier. Donc lorsque vous voulez vous marier, vous devez d'abord vous poser la question, quelle est la vision? Chacun doit donner sa vision. Imagine que ta femme, sa vision c'est celle-ci et toi ta vision c'est celle-là ou l'inverse. Donc vous ne pouvez pas, c'est une incompatibilité où il faut qu'une des personnes renonce à la petite vision pour entrer dans la grande vision. Et ça se fait dans les dialogues, ça se fait par les échanges de ce que vous découvrez. D'ailleurs, quand vous découvrez la logique de création de richesses, c'est tellement implacable que vous ne finissez qu'à par l'adopter. Les restes, question de sortir de la culture ancienne qui prend un peu de temps. Voilà, Lauriane. Merci. Maintenant, on va partir dans le cas de figure où j'ai suivi vos conseils. J'ai suivi le conseil des anciens et leur sagesse qui disait, et comme vous le dites très bien, comme vous nous le transmettez, qui est que quand on travaille, qu'il faut mettre un sac de maïs de côté sur les 10. J'ai fait ce travail-là, j'ai retenu une partie de mon argent et en même temps, j'ai fait ça sur le long terme. Donc j'ai réussi à accumuler un certain capital de départ. Ma question maintenant c'est, dans quoi est-ce que j'investis? Dans l'immobilier, dans le foncier, dans les produits financiers? Dans quoi est-ce que j'investis, Monsieur Kanyama? Voilà. Les ancêtres ne faisaient pas que mettre un sac de maïs de côté. Ils faisaient aussi le travail de savoir, d'apprendre en même temps quand est-ce qu'on cultive, de quelle manière on les fait, quels sont les principes et les saisons. Ce qui fait qu'au village, j'avais une initiation systématique. Les enfants, à partir de 6 ans, accompagnaient déjà les parents au champ. Donc, quand ils y allaient, même s'ils ne faisaient rien, mais c'était pour voir que les adultes travaillent et que je dois travailler un jour. Et quand ils vont grandir, on va commencer à leur donner des morceaux de bois ou des bouteilles d'eau pour transporter. Et quand il grandit, il saura déjà automatiquement quand il a 14 ans que bon voilà, c'est le moment des champs, il faut faire ça. Parce que les gens, tu ne peux pas que retenir l'argent et ne pas investir le temps à développer ton intelligence des affaires. L'intelligence des affaires, justement, c'est comme l'intelligence d'un médecin. Un médecin a développé son intelligence pour être capable de diagnostiquer la maladie et de prendre une attitude, n'est-ce pas? Vous aussi, comme quelqu'un qui veut devenir riche, vous devez développer votre intelligence d'affaires pour être à mesure d'analyser. Je dis bien d'analyser par rapport aux moyens disponibles, par rapport aux besoins du marché, par rapport à la conjoncture, dans quoi et selon quel plan. Ça ne peut pas être moi qui l'ai dit. Moi, je dois vous aider à développer les capacités qui vous aident à vous de vous identifier. Parce que tous les domaines, et ça dépend des études marketing. Si je dis par exemple qu'il faut investir dans l'immobilier, mais faut-il qu'il soit là où il y a un besoin en immobilier? Vous savez qu'aujourd'hui, il existe des villes fantômes où il y a des milliers d'immeubles construits. Il n'y a pas de clients. Ce sont des catastrophes. Donc, ça veut dire qu'il faut une formation qui te permet de vous débrouiller seul
on vous forme à analyser certains paramètres qui vous permettent de prendre des bonnes décisions ou avec votre argent de payer les services des experts qui pourront vous prédire les tendances du marché, les pouvoirs d'achat de la clientèle, les stratégies pour y arriver. Donc l'argent joue un peu le rôle dans tout cela. Donc c'est pas forcément que vous prendrez des décisions sur votre intelligence, mais parce que vous avez l'argent, vous serez à mesure de payer donc l'expertise d'autres personnes. D'accord. Donc toujours dans l'investissement, donc vous avez commencé à partir de 3 500 $ d'épargne par investir dans une boutique, dans une première boutique, c'est bien ça ou pas? Je vous vois un peu hésitant. Oui, je pense que le processus a commencé lorsque j'ai gagné 15 $ le mois, où j'ai compris que ma pauvreté était d'abord une pauvreté mentale et anthropologique. J'ai commencé à enrichir d'abord mon mental. De l'enrichissement de mon mental, cela m'a conduit donc à fixer l'objectif d'avoir un premier capital de 50 $. Et je devais y arriver en épargnant une partie du peu que j'ai gagné. Et j'ai trouvé que c'était peu par rapport à l'ancienne programmation. Maintenant, avec la nouvelle programmation, j'ai trouvé que c'était beaucoup d'argent, que c'était suffisant pour garder les 15, les 10. Et lorsque j'ai atteint les 50, j'ai eu un second objectif d'avoir 400 $. Et parce que les jeux, c'est chaque fois, il faut avoir un objectif un peu plus grand, ambitieux, travailler maintenant et trouver les moyens d'atteindre cet objectif. Mais maintenant, lorsque je suis arrivé à 3 500, c'est là où j'ai commencé avec des investissements un peu plus formels, comme une boutique. Mais le processus était le même. Comment produire, mais comment essayer d'épargner au maximum les intérêts produits et investir dans un deuxième, dans un troisième, dans un quatrième projet plus grand et plus conséquent. Et ça, c'est la méthodologie à suivre. D'accord. Donc, j'avais entendu parler de la boutique. Ensuite, j'avais entendu parler d'une première pharmacie. Et après, vous avez parlé d'entreprises de plus en plus complexes. Voilà. Donc... Oui, parce que c'est important, parce que dans les business, si vous faites des petites choses, tout le monde imite. Hein? Si tu fais une boutique, il ne faut pas dire que toute ta vie tu vivras de la boutique, parce que de plus en plus il y aura des gens qui vont répéter les mêmes choses et ces besoins seront comblés, ce domaine sera saturé. Donc tu dois travailler vite pour savoir que tu as atteint l'objectif d'oublier ton capital et chaque fois de s'engager à des activités beaucoup plus complexes. Voilà. Et là où tout le monde peut investir 3 500 $, quand toi tu te lances à un investissement qu'il faut 1 million de $, ce n'est pas tous les jours que tu trouveras quelqu'un qui a 1 million de $. Donc c'est les jeux d'investissement. Pourquoi les riches sont plus riches? Parce qu'aujourd'hui, les domaines des combustibles donnent beaucoup d'argent. Mais il faut avoir des milliards et les milliards même que les États n'ont pas pour se lancer dans ces domaines. C'est parce qu'ils avaient compris et ils essaient chaque fois de rendre ces investissements complexes pour décourager ou écarter la concurrence. D'accord, je comprends. Maintenant, ma question, c'est quand vous dites une boutique, quand vous dites une pharmacie, que vous avez investi dedans, est-ce que vous avez investi dans le sens où vous avez pris des parts? Est-ce que vous avez investi dans le sens où vous avez racheté une boutique, racheté une pharmacie? Est-ce que vous avez investi dans le sens où vous avez commencé de la base et vous avez commencé par exemple la boutique de la base pour la faire grandir? Qu'est-ce que vous entendez par investir? Ah, ok. Alors là, vous comprenez que c'est un contexte africain. Hein? Nous ne sommes pas dans un contexte actuel européen où tu peux aller payer un business. C'est le niveau que malheureusement l'Afrique n'a pas encore atteint. Bon, quand on parle de l'Afrique du continent, il y a certains pays africains, comme l'Afrique du Sud, tu peux payer un business. Mais dans beaucoup de pays, ce n'était pas le cas. Donc quand je parle de l'investir, c'est commencer d'abord par trouver l'idée d'affaires. Faire l'étude et l'analyse de cette idée d'affaires et commencer les projets à zéro, donc structurer le projet. C'était vraiment comme ça au début. Parce que tu es là, tu te dis, d'abord, il ne faut pas te dire je fais une boutique, non. Tu dois te dire quel est le besoin qui n'est pas satisfait ici. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est le marché qui vous dira que voilà, ici nous sommes dans un quartier où il n'y a pas de boutique. Les gens se déplacent sur 500 mètres pour payer. Si je peux faire une boutique ici, j'ai une clientèle qui a aussi un pouvoir d'achat et qui peut venir payer. Et c'est à ce moment où j'ai dit, bon, avec les peu que j'ai, je ne peux faire que
une boutique. Mais quand tu gères la boutique, tu réfléchis déjà à l'avenir, qu'est-ce que je peux faire? À l'avenir, tu te rends compte que je peux m'investir dans la pharmacie, mais c'est un peu plus complexe, ça demande plus d'argent. Mais le temps que tu travailles, tu étudies aussi. Voilà. Donc c'est un jeu, il faut toujours avoir des projets à long terme. Il faut toujours investir, soit pour créer toi-même ou pour acheter. Mais souvent en Afrique, ce sont des projets, il faut créer à partir de rien. D'accord, merci. Donc j'avais suivi, vous aviez dit que la boutique vous rapportait à peu près 600 $ par mois que vous épargnez pour penser à la suite. Et je voulais savoir aussi, un peu plus de curiosité, c'était une boutique, vous vendiez quoi dans cette boutique? Mais c'était une boutique quelconque. Hein. C'est souvent quand j'amène les gens là-bas, ils disent mais ceci, une boutique vend des denrées de première nécessité, hein, des familles environnantes. Ça veut dire ceux qui ont besoin du lait, du sucre, d'allumettes, d'un peu de sel, du poisson, des petits trucs comme ça. C'est pas un grand supermarché. Mais je tiens à soulever que ce n'était pas la quantité d'argent qui comptait. Mais c'était plutôt notre capacité d'être visionnaire et de trouver comment. Et c'est ça l'intelligence financière et les coefficients financiers. Donc comment capitaliser le peu pour vous donner la chance d'investir. Parce que nous sommes dans un monde où sans argent, vous avez peu de chances de capitaliser des opportunités à venir. Ma dernière question sur vos investissements, c'est pour monter, on va dire, un business, une entreprise, il faut quand même des connaissances managériales. Exactement. Donc, vous avez fait des études de philosophie. C'est-à-dire qu'à côté, vous avez dû aussi étudier des livres sur le management, comment fonctionne une entreprise. C'est bien ça? Absolument, absolument. Ça, c'est très important, Oriane, cette question. Vous voyez, nous avons tous été à l'école, mais il y a quelque chose de positif que j'ai appris en philosophie. On m'a dit, voilà, ici, on ne vous forme pas à retenir les faits et les dates historiques. On vous forme à chercher l'information dont vous avez besoin. Dès lors que je m'étais rendu compte que voilà, je ne vais plus jamais évoluer comme employé, je vais évoluer comme entrepreneur, et comme entrepreneur, je devais passer par un stade où je devais être manager. J'étais donc curieux de savoir qu'est-ce qu'un manager devrait savoir. Donc, aujourd'hui, nous avons l'Internet. L'Internet nous donne la possibilité d'avoir des cours à distance. Je m'étais inscrit à une université belge de gestion des projets. Ils m'ont téléchargé les cours et j'ai suspendu l'inscription parce que je n'avais pas besoin d'un titre et j'avais besoin de savoir comment gérer un projet. Et j'ai étudié ça pour savoir, donc tout c'est de savoir que l'idée, le besoin, l'étude marketing, les projets qui est les stades intermédiaires entre l'idée et les résultats, tout cela, mais ce sont des connaissances que quelqu'un qui sait lire et écrire peut développer seul ou les faire à travers de formations. Mais je pense que c'est important. Parce que vous allez passer au stade où vous êtes auto-entrepreneur. Et comme auto-entrepreneur, des notions managériales sont très importantes. Et même si vous devenez aujourd'hui un entrepreneur et que vous avez des managers, vous devez comprendre ce qu'ils font. D'accord. Vous devez comprendre ce qu'ils font. Et c'est important. Donc si je comprends bien, pour les étudiants qui vont regarder la vidéo, je suis mes études donc, normalement. Et à côté de mes études, donc j'essaye de trouver un petit boulot pour épargner un peu, pour commencer à épargner. Et en même temps, à côté, je me forme au management, je lis des livres, je fais mon auto-éducation. Oui. J'allais dire que, de même que vous avez des coachs qui vous forment professionnellement, vous devriez suivre un processus de coaching qui vous forme pour votre vision financière. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas autant de coachs qui formaient les enfants de l'école maternelle jusqu'au master, quelle était la chance d'une personne de réussir seule? C'était très peu. Alors, question de savoir que vous devez investir aussi un peu de temps, un peu d'argent, un peu d'énergie
et être dirigé par les gens qui connaissent. Parce que quand on dit lire, par exemple, aller dans une librairie, il y a 50 000 livres. Quel livre vous devez savoir? Vous devez savoir quel livre lire et quel est l'ordre de lecture et de quelle manière et pour quelle finalité. Et tout ça, c'est tout un métier. Notre travail de coaching, si je te coach, je vais commencer par établir des études, te dire, d'ailleurs, je vais t'interdire de beaucoup lire. Mais je vais demander que tu lis certains livres d'une certaine manière. Oui, c'est ça. C'est là où ça se joue. Parce que d'autre part, quand vous avez des gens qui ont lu énormément et qui sont frustrés, ils ont plein de connaissances en désordre, ils ne savent même pas comment les mettre en pratique. Voilà, c'est ça. Donc là, je vois vraiment l'importance finalement d'un coach. Durant toutes les étapes, on a besoin d'un coach finalement. Parce que le coach, c'est quelqu'un qui a déjà fait le parcours, qui a déjà fait certaines erreurs, qui peut t'éviter de faire les mêmes erreurs. Et dans tous les domaines, maintenant, on a des coachs. Maintenant, même pour un emploi, il y a des coachs qui t'aident à prendre ton emploi en main et à te retrouver. Combien plus pour une orientation qui te permet peut-être un jour de devenir riche. Mais bon, comme nous avons dit au début, c'est un problème de conscience. Les gens croient qu'ils ont besoin de coachs pour les études universitaires et pour l'emploi et qu'ils n'ont pas besoin de coachs pour les succès financiers. Mais malheureusement, les résultats montrent que vous avez peu de chances de réussir seul. D'accord. Une de mes dernières questions, c'est... En fait, vous avez commencé à épargner à 28 ans, c'est ça? Oui, parce que ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai pris conscience qu'il fallait adopter ces comportements et que c'était une des compétences capitales des riches. C'était un moment de prise de conscience et un moment de découverte. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de gens, pourquoi j'ai écrit la chef de ma mère, c'est pour aider beaucoup de gens à prendre conscience que leur vie changera quand ils vont commencer à adopter les mêmes principes. Et beaucoup de lecteurs me disent la même chose. Parfois, ils me disent, mais jeune homme, si tu avais écrit ce livre il y a 10 ans, ma vie serait différente. N'est-ce pas? Mais bon, d'ailleurs, je leur dis que non, vous avez lu au bon moment, parce que chacun les lit au bon moment. Il y a des gens, même aujourd'hui, ils se disent que ce n'est pas encore le temps de les lire, et ils vont les lire à 10 ans, chacun à son bon moment. Mais donc, il y a toujours ce temps-là où l'on prend conscience et décide de changer, parce que être insensé dans la vie, c'est continuer de faire toujours les mêmes choses de la même manière et d'espérer que les résultats vont changer. Donc, si vous ne changez pas, les résultats ne changeront jamais. Mais pour mon cas, c'était à 28 ans. Pour toi, peut-être c'est à 23 ans. D'autres, ça sera à 40 ans. D'autres, à 60 ans. D'autres, peut-être jusqu'à mourir. Ils n'arriveront jamais à cette étape de prise de conscience. En fait, si je vous demandais ça, c'était pour savoir à quel âge vous avez atteint le million. Voilà, je suis devenu millionnaire à 35 ans, soit 7 ans après. Parce que les 2 premières années, c'était vraiment pour bosser, étudier, se coacher, se préparer. Et après, c'est allé beaucoup plus vite. Et mon objectif aujourd'hui, c'est d'aider des millions de jeunes africains. Et je parle des plus ambitieux, les plus aptes. À savoir qu'avec la technologie aujourd'hui, les opportunités que le monde nous offre, les gens peuvent parfaitement devenir millionnaires avant l'âge de 30 ans ou avant l'âge de 40 ans. Ça serait vraiment dommage d'arriver à 40 ans, 50 ans dans le monde d'aujourd'hui sans avoir déjà empoché son premier million. D'accord, merci beaucoup. Et en fait, le fait que vous soyez devenu millionnaire au bout de 7 ans, ça me fait penser un peu à l'aventure d'Arcade, donc dans le livre L'homme le plus riche de Babylone. Exactement. Parce que finalement, Arcade, il est parti et il a fait un voyage pendant 10 ans. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un peu cette notion de temps, de patience, qu'il faut à peu près une période d'incubation de 7 ans, 10 ans avant de pouvoir voir les résultats financiers de son travail en fait. Mais rien ne se fait en dehors du temps. Chaque chose, il y a la loi de l'incubation qui dit chaque chose a besoin de X temps avant de se réaliser. Un enfant prendra toujours 9 mois de la conception à la naissance. Voilà. Quand tu te formes comme professionnel, le cursus aura toujours beaucoup de temps. On te dira qu'il faut 5 ans avant de finir le master, n'est-ce pas? Mais si les gens prennent 5 ans pour finir le master, pourquoi ne pas prendre 5 ans pour devenir millionnaire?
Pourquoi quand il s'agit de la richesse, quelqu'un qui est resté 20 ans dans la pauvreté, il était patient, mais quand il veut devenir riche, il veut le devenir par coup de baguette magique aujourd'hui, mais ce n'est pas possible parce que c'est un processus. Dans le processus, il y a les temps où vous allez apprendre, j'appelle les temps de l'apprentissage, mais il y a les temps de la digestion, où vous allez digérer, parce que sans digestion, vous ne serez pas en mesure de mieux comprendre et d'appliquer. Et il y a les temps où vous allez appliquer et il faudra du temps pour avoir les résultats. Voilà. Merci beaucoup. Bon, on arrive à la fin de cet entretien. Les dernières questions qui sont où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Bon, aujourd'hui, grâce à l'Internet, je pense que j'ai une chaîne YouTube, Ricardo Kanyama. Oui. Et vous me trouverez aussi dans l'émission d'Oriane. J'essaye de partager mon expérience et mes découvertes avec le plus de gens. Alors, parfois, les émissions que je fais dans les chaînes de télévision, nous mettons sur YouTube. Nous avons un site, ricardokanyama.com, par lequel les gens peuvent obtenir mes livres ou faire des formations, des coachings, des conseils. Et nous avons des livres sur Amazon. Et je pense que l'Internet, c'est le meilleur moyen d'être en contact avec les gens que vous ne pouvez peut-être pas avoir l'opportunité de les rencontrer physiquement. Voilà. Donc, vous avez dit qu'on peut retrouver votre livre sur votre site ou sur Amazon. Et est-ce que vous connaissez en fait des auteurs africains ou afro-caribéens qui écrivent des livres d'éducation financière ou de développement personnel? Avant, non. Avant, il n'y en avait pas. Vous savez que c'est une culture qui s'est développée beaucoup aux États-Unis. J'ai dit même aux gens, il y a peu d'Européens qui ont écrit sur comment devenir riche ou sur le développement personnel. Mais maintenant, c'est quelque chose qui part de la culture des anglophones vers les francophones. Déjà, il y a des Européens qui commencent à s'intéresser, des Occidentaux, non, des Européens, oui, qui s'intéressent à cela. Mais il y a de plus en plus d'Africains aussi qui commencent à écrire des livres sur le développement personnel. J'ai rencontré une dame, Zara Oyetunde, qui a écrit un livre formidable sur les développements personnels. D'ailleurs, je conseillerais à ceux qui aimeraient faire le développement personnel. Mais à travers le continent, ça commence à bouger. Il y a un ami ivoirien qui a écrit un très bon livre sur l'entrepreneuriat. Voilà, je pense qu'il faut chercher. Il faut chercher. Ça a commencé et de plus en plus, il y en aura. Il y en aura. Merci. Quelle transformation voulez-vous voir sur le continent africain? En fait, c'est un rêve. C'est un rêve qui devait être le rêve de nous tous. C'est le rêve de voir un continent africain différent. Un continent qui devient riche, comme l'Asie, comme l'Europe, comme l'Amérique. Ce n'est pas normal que nous soyons dans un continent le plus riche en termes de ressources naturelles, mais que nous soyons le continent le plus pauvre en termes de la richesse de la population. Alors mon rêve, c'est que l'Afrique devienne demain un des continents riches, qui a une population riche. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai dit, pour y arriver, nous devrions aider le plus d'Africains à comprendre l'importance de l'intelligence financière, à développer l'intelligence financière, parce que la richesse d'un continent, c'est aussi la somme des richesses de ses habitants. Donc je suis optimiste, je sais que ça peut changer, je sais que ça va changer, mais il faut que nous fassions ce que nous avons à faire. La richesse, ça ne va pas tomber du ciel, quelqu'un ne va pas nous le donner. La richesse, ça se produit avec une certaine intelligence de base qu'on appelle intelligence financière. Merci beaucoup, Monsieur Kanyama. Cliquez sur tous les boutons, on like, on s'abonne, on commente, on partage. Afro Transformation à votre service pour apprendre, grandir et réussir ensemble. Merci Oriane pour cette brillante interview avec des questions aussi pertinentes les unes que les autres. Et pour toi mon petit, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Mais j'ai une chose à te demander avant que ça termine, c'est d'aller directement en description et de cliquer sur le lien qui te conduira
directement sur le résumé de ce livre. Donc voilà mon petit, je vais m'arrêter là et j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, on est ensemble et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.